Vous pensez connaître Anne-Sophie Lapix. Vous pensez connaître Arthur Sadoun. Vous pensez surtout connaître cette image si française d'un couple élégant, discret, parfaitement installé au sommet de la réussite. Mais que se passe-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent? Que reste-t-il lorsque le silence remplace les applaudissements? Et surtout que sèche vraiment cette façade impeccable que l'on a si longtemps admirée sans la questionner? Avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Si vous aimez ces récits où l'on gratte la surface, où l'on ose regarder derrière les apparences, alors pensez à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Derrière la gloire. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations, et si vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, le bouton Super Thanks est là pour ça. Car certaines histoires méritent d'être racontées jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur de plus, ni un scandale jeté en pâture. C'est le récit d'un glissement, lent, silencieux, presque invisible. Un récit qui interroge notre fascination pour les figures publiques et notre aveuglement collectif face à ce que nous préférons ne pas voir. Pendant des années, Anne-Sophie Lapix a incarné le visage rassurant du journal de 20 heures. Une voix posée, une posture irréprochable, une maîtrise totale du temps, des mots, des silences. Chaque soir, elle entrait dans les foyers français avec cette autorité tranquille qui ne laisse rien transparaître. On la croyait solide, inébranlable, presque imperméable aux secousses du monde. Et à ses côtés, dans la vie privée, Arthur Sadoun, patron emblématique de Publicis, stratège reconnu, homme de pouvoir respecté dans les cercles économiques et politiques. Ensemble, ils formaient un couple qui cochait toutes les cases de la réussite contemporaine. Discrétion, élégance, intelligence, influence. Rien ne dépassait, rien ne débordait. C'est précisément là que l'histoire commence. Car ce que l'on montre n'est jamais ce que l'on vit entièrement. Et parfois, plus l'image est maîtrisée, plus la réalité est complexe. Derrière le regard calme d'Anne-Sophie Lapix, il y avait autre chose. Une peur sourde, quotidienne, une tension qui ne criait pas, qui ne frappait pas, qui ne laissait aucune trace visible. Une peur si bien contenue que personne, ou presque, ne l'avait soupçonnée. Longtemps, la France l'a cru connaître cette femme. Mais connaît-on vraiment quelqu'un à travers un écran? Connaît-on une vie à travers quelques apparitions publiques, quelques photos choisies, quelques silences polis? La réponse, aujourd'hui, semble évidente. Non. Anne-Sophie Lapix n'a jamais cherché à être une icône. Elle est devenue, presque malgré elle, le symbole d'un équilibre parfait entre rigueur journalistique, élégance personnelle et autorité morale. Une réussite tranquille, sans éclats inutiles. Mais ce que le public ignorait, c'est que ce contrôle affiché n'était parfois qu'une armure, une protection contre un chaos intime soigneusement dissimulé. Car lorsqu'elle a enfin décidé de parler, ce n'était pas pour créer le scandale, c'était pour survivre. Son silence a duré longtemps, trop longtemps. Un silence nourri par la peur de décevoir, la peur de briser une image, la peur aussi de ne pas être crue. Comment imaginer que cette femme si solide à l'écran puisse vaciller une fois rentrée chez elle? Comment accepter que derrière un mariage admiré se cache une tension sourde, presque invisible, mais profondément destructrice? Ce jour-là, quand Anne-Sophie Lapix a choisi de lever le voile, ce n'est pas seulement sa vie privée qu'elle a exposée. C'est une illusion collective qui s'est fissurée. L'illusion que les couples médiatiques, élégants et discrets
vivent à l'abri des tempêtes. L'illusion que le succès protège de la douleur. L'illusion que le pouvoir, l'intelligence et la reconnaissance suffisent à garantir l'équilibre intime. Dans ces mots, il n'y avait ni colère excessive, ni volonté de vengeance, seulement une lucidité glaciale. Elle parlait avec la précision de la journaliste qu'elle a toujours été, mais aussi avec la vulnérabilité d'une femme qui a longtemps douté d'elle-même. Chaque phrase semblait peser, chaque silence chargé de sens. Et plus son récit avançait, plus une question devenait impossible à éviter. Comment en est-elle arrivée là? Car ce mariage, autrefois envié, n'a pas toujours été un champ de ruines. Il y a eu un début, un commencement lumineux, presque évident. Un amour qui semblait solide, rassurant, prometteur. Et c'est précisément là que réside le trouble. Les histoires les plus douloureuses ne commencent jamais dans la violence. Elles commencent dans la confiance. Anne-Sophie Lapix se souvient d'un temps où aimer Arthur Sadoun allait de soi. Un amour calme, structuré, sécurisant. Un amour qui, vu de l'extérieur, incarnait une forme idéale du bonheur moderne. Arthur Sadoun apparaissait alors comme l'homme parfait pour elle. Intelligent, charismatique, parfaitement à l'aise dans les sphères de pouvoir, comme dans l'intimité du quotidien. À ses côtés, Anne-Sophie n'avait pas le sentiment de devoir se justifier ni de se défendre. Il semblait comprendre son univers, respecter sa carrière, admirer sa rigueur. Pour une femme aussi exposée médiatiquement, cette compréhension avait quelque chose de précieux, presque salvateur. Autour d'eux, les regards étaient bienveillants. On parlait d'un couple uni, discret, élégant. Rien d'ostentatoire, rien de tapageur, juste cette impression d'équilibre maîtrisé, de réussite partagée. Et Anne-Sophie, fidèle à sa nature, avançait avec confiance. Elle croyait s'être sous. En cessant. Cette test, croit cette relation comme on croit en une évidence silencieuse. Dans ces premiers temps, il y avait des choses simples, des conversations tardives, des projets esquissés, des silences qui n'avaient rien d'inquiétant. Le quotidien se construisait sans heurts, dans une normalité rassurante. Et c'est peut-être cela qui rend la suite si troublante. Car lorsque tout commence dans la douceur, on baisse naturellement la garde. Anne-Sophie raconte aujourd'hui combien elle s'est sentie en sécurité. Pas une sécurité bruyante ou passionnelle, mais une stabilité feutrée. Elle ne cherchait pas le vertige, elle cherchait un ancrage. Et Arthur semblait l'incarner parfaitement. Le public voyait un couple solide. Deux personnalités fortes, respectées, avançant côte à côte sans jamais exposer leur intimité. Une réussite à la française. Sobre, maîtrisée, personne ne posait de questions. Et pourquoi l'aurait-on fait? Rien ne dépassait, rien ne débordait. Mais dans les récits les plus douloureux, les premiers signaux sont rarement spectaculaires. Ils sont discrets, presque insignifiants. Anne-Sophie évoque aujourd'hui de minuscules détails. Des phrases banales qui la laissaient perplexe, des regards un peu trop insistants, des silences qui, sans être encore oppressants, devenaient légèrement inconfortables. Sur le moment, elle n'y prête pas attention. Qui le ferait? Quand on aime, on interprète toujours dans le sens le plus rassurant. On explique, on relativise, on se dit que c'est la fatigue, la pression professionnelle, les exigences d'un quotidien intense. Après tout, ils vivaient tous deux sous une tension permanente, chacun à leur manière. Il y avait aussi chez Anne-Sophie cette volonté profonde de préserver l'équilibre, de ne pas dramatiser, de ne pas créer des problèmes là où, pensait-elle, il n'y en avait pas. Elle avait appris au fil de sa carrière à garder le cap, à ne pas céder à l'émotion inutile.
Cette discipline qui faisait sa force à l'antenne guidait aussi sa vie privée. Mais parfois, ce qui nous protège peut aussi nous aveugler. Car peu à peu, sans éclat, sans cri, quelque chose commence à se déplacer. Une nuance presque imperceptible dans l'atmosphère. Une sensation diffuse que l'on repousse parce qu'elle n'a pas encore de nom. Anne-Sophie ne parlait pas encore de peur, plutôt d'un malaise léger, d'un déséquilibre subtil, quelque chose qui cloche sans que l'on sache exactement quoi. Et pendant que le couple continuait d'incarner une image harmonieuse, pendant que l'amour semblait toujours une évidence aux yeux du monde, les fondations, elles, commençaient déjà à se fragiliser. Si cette histoire vous intrigue, si elle résonne déjà en vous, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous à Derrière la gloire. Partagez cette vidéo et dites-nous comme ici. Commentaire, ce que vous ressentez à ce stade du récit. La suite vous plongera au cœur de ce glissement silencieux, là où les apparences ne protègent plus personne. Quelque chose s'était déplacé, lentement, presque imperceptiblement, rien d'assez brutal pour alerter, rien d'assez clair pour être nommé. Et c'est précisément ce flou qui rendait la situation si déroutante. Anne-Sophie Lapix n'aurait jamais parlé de violence à ce stade. Le mot lui semblait excessif, presque indécent face à ce qu'elle vivait. Elle parlait plutôt d'une atmosphère qui changeait, d'un climat devenu plus lourd à respirer, comme si l'air lui-même se chargeait d'une tension invisible. Il n'y a pas eu de rupture nette, pas de cris, pas de scène spectaculaire, seulement un glissement progressif. Les silences, autrefois neutres, prenaient une autre épaisseur. Ils n'étaient plus des pauses naturelles dans la conversation, mais des absences chargées de sens, des silences qui forçaient l'interprétation, qui invitaient au doute. Anne-Sophie se surprenait à revenir mentalement sur ses paroles, à analyser chaque échange, à chercher ce qu'elle aurait pu dire ou faire de travers. C'est souvent ainsi que la peur s'installe, non pas comme une alarme violente, mais comme une vigilance permanente. Une attention excessive portée aux détails, aux réactions de l'autre. Peu à peu, sans s'en rendre compte, elle commençait à anticiper, à mesurer ses mots, à réfléchir avant de parler, non par prudence professionnelle, mais par instinct de protection. Ce qui la désorientait le plus, c'était ce décalage vertigineux entre sa vie publique et sa vie privée. Sur les plateaux de télévision, elle interrogeait les plus hauts responsables politiques avec une assurance implacable. Elle maîtrisait les échanges, imposait le rythme, posait les questions que d'autres n'osaient pas formuler. Et une fois rentrée chez elle, cette même femme doutait de ses perceptions. Était-elle trop exigeante, trop sensible, trop fatiguée? Le doute s'infiltrait partout, dans les conversations les plus anodines, dans les décisions les plus simples. Elle, la journaliste habituée à l'analyse rigoureuse, se retrouvait confrontée à une confusion intérieure inédite. Elle n'arrivait plus à faire confiance à son propre ressenti. Et cette perte de repère est l'un des premiers signes d'une emprise qui ne dit pas son nom. Arthur Sadoun ne levait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir ne passait pas par l'explosion, mais par le retrait, par une forme de distance soudaine, imprévisible. Un mutisme qui s'installait sans explication, une absence émotionnelle qui créait un vide. Et dans ce vide, Anne-Sophie se retrouvait seule face à ses questions. Le silence devenait une réponse à tout, une manière de reprendre le contrôle sans jamais l'assumer ouvertement. Après une remarque pourtant anodine, l'atmosphère pouvait changer brutalement. Plus de regards, plus de mots, une froideur qui s'installait sans avertissement. Face à cette distance, Anne-Sophie cherchait à comprendre, à réparer, à apaiser,
Elle se surprenait à s'excuser sans même savoir de quoi. C'est ainsi que l'emprise s'installe. Elle ne s'impose pas. Elle s'insinue. Elle transforme peu à peu les réactions de l'autre. Anne-Sophie adaptait son comportement. Elle évitait certains sujets. Elle contournait certaines questions. Elle choisissait ses mots avec une prudence excessive. Non pas par soumission consciente, mais pour préserver une paix devenue fragile. Cette vigilance permanente avait un coût, une fatigue particulière, pas celle que l'on ressent après une longue journée de travail, mais une fatigue morale, sourde, persistante, celle qui naît de l'effort constant pour maintenir l'équilibre, pour éviter les zones sensibles, pour préserver une harmonie de façade au détriment de sa propre spontanéité. Et pourtant, à l'extérieur, rien ne transparaissait. Le couple restait discret, respecté. L'image demeurait intacte. Personne n'aurait imaginé que derrière cette façade se jouait une lutte silencieuse, épuisante, profondément solitaire. Ce contraste renforçait encore la confusion. Chaque soir, Anne-Sophie passait d'un monde où elle contrôlait tout à un espace où elle se sentait de plus en plus démunie. Ce tiraillement intérieur entrait en collision avec son éducation, son sens du devoir, son attachement à la discrétion. Parler aurait été rompre l'équilibre. Se taire semblait plus simple, plus digne, du moins en apparence. Elle n'osait pas encore parler de peur. Le mot lui semblait trop fort. Elle parlait plutôt de malaise, d'inconfort, d'une sensation persistante d'être observée, évaluée, remise en question, comme si l'amour autrefois refuge devenait progressivement un terrain miné. Ce qui la retenait aussi, c'était la honte de ne pas comprendre, la honte de ne pas savoir agir, la honte surtout de décevoir. Comment expliquer une douleur qui ne laisse aucune trace visible? Comment raconter quelque chose qui repose uniquement sur le ressenti, sur cette fatigue intérieure que personne ne voit? Elle se demandait comment une femme comme elle, réputée pour sa lucidité, avait pu se retrouver dans une situation aussi floue. Et cette question la paralysait, car tant que l'on doute de soi, toute décision devient impossible. La peur, lorsqu'elle est diffuse, ne pousse pas à fuir. Elle pousse à attendre, à espérer que les choses s'améliorent, à croire que l'équilibre peut être retrouvé. Anne-Sophie s'accrochait à l'idée que tout cela n'était qu'un passage à vide, que l'homme qu'elle avait aimé au début existait toujours, qu'il suffisait d'un effort supplémentaire pour retrouver cette harmonie perdue. Mais au fond d'elle-même, une certitude commençait à s'imposer. Ce qu'elle vivait n'était pas un simple malaise passager. C'était le début d'un mécanisme plus profond. Une emprise silencieuse, sans cri ni geste violent, mais d'autant plus déstabilisante qu'elle était invisible. Elle parle aujourd'hui de ce silence comme d'une présence constante. Un silence qui ne calmait plus, mais qui punissait. Un silence qui l'obligeait à se remettre en question sans cesse. Qu'avait-elle mal fait? Ou avait-elle franchi une limite invisible? Cette interrogation permanente finissait par éroder sa confiance. Arthur Sadoun apparaissait alors sous un jour plus complexe. Ni tyran caricatural, ni bourreau évident. Un homme parfois charmant, attentif, complice, puis soudain distant, fermé, inaccessible. Cette alternance entretenait la confusion. Et dans la confusion, la force s'érode. Anne-Sophie minimisait ce qu'elle ressentait. Elle se disait que d'autres vivaient bien pire, que ce n'était pas si grave, que cela ne méritait pas d'être nommé. Et c'est là que l'emprise devient la plus dangereuse, lorsqu'elle ne laisse aucune preuve, lorsqu'elle repose uniquement sur le ressenti. Les nuits devenaient plus longues, les insomnies plus fréquentes.
Elle repassait mentalement chaque interaction, cherchant une logique là où il n'y en avait pas. Et pendant ce temps, à l'extérieur, tout semblait immobile. La réussite, le couple, l'image. Ce qui la retenait encore, c'était l'espoir. L'espoir que le silence n'était qu'un malentendu, qu'il suffisait de tenir. Mais à force de se taire, Anne-Sophie commençait à s'effacer, lentement, presque imperceptiblement, et cette disparition intérieure était peut-être la plus violente de toutes. Si cette mécanique vous interpelle, si elle fait écho à quelque chose que vous avez déjà ressenti, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Votre expérience compte. Et si vous voulez continuer à suivre cette histoire jusqu'à son point de bascule, abonnez-vous à la chaîne Derrière la gloire, activez la cloche et soutenez-nous via le bouton Super Thanks. La suite marque un tournant décisif. Il y a toujours un moment où le silence cesse de protéger. Un moment où il commence à étouffer. Pour Anne-Sophie Lapix, ce moment n'a pas pris la forme d'une explosion. Il n'y a pas eu de scène finale, pas de mots hurlés, pas de porte claquée. Il y a eu quelque chose de bien plus dérangeant. Une prise de conscience froide, calme, presque clinique. Continuer ainsi, c'était se perdre. Cette certitude ne s'est pas imposée en un jour. Elle s'est construite lentement, à travers une fatigue qui n'était plus seulement émotionnelle, mais existentielle. L'impression de vivre en apnée, de ne plus se reconnaître, de jouer un rôle même dans l'intimité. Anne-Sophie avait passé sa vie à interroger le réel, à le mettre en perspective, à lui donner du sens. Et voilà qu'elle se retrouvait enfermée dans une situation où tout devenait flou, instable, insaisissable. La question revenait sans cesse, obsédante. Jusqu'où suis-je prête à aller pour préserver une illusion? Briser le silence n'avait rien d'évident. C'était un risque immense. Anne-Sophie connaissait mieux que quiconque la violence symbolique de l'exposition médiatique. Elle savait comment une parole pouvait être déformée, simplifiée, instrumentalisée. Dans un monde où l'image est une monnaie fragile, parler revenait à accepter de perdre le contrôle. Et pour une femme qui avait bâti toute sa carrière sur la maîtrise, c'était vertigineux. Elle ne craignait pas seulement le regard du public. Elle craignait celui de ses pairs, de ses proches, de ceux qui avaient mu en cette image de couple discrète et solide. Comment expliquer l'invisible? Comment raconter une douleur qui ne laisse pas de traces physiques, mais qui ronge lentement l'intérieur? Longtemps, elle a envisagé le silence comme une option honorable. Continuer à travailler, continuer à sourire, continuer à avancer. Après tout, N'était-ce pas ce que l'on attendait d'elle? Cette capacité à tenir, à encaisser, à rester droite quelles que soient les circonstances. Mais ce choix avait un prix, celui de sa dignité. Le jour où elle a décidé de parler, Anne-Sophie Lapix n'a pas cherché à accuser. Elle n'a pas cherché à régler des comptes, elle a raconté. Avec sobriété, avec précision, avec cette rigueur presque journalistique qui rend son témoignage d'autant plus troublant. Elle a nommé les silences, décrit les mécanismes, reconnu sa propre confusion sans honte. En parlant, elle ne désignait pas un coupable caricatural. Elle mettait en lumière un système, une mécanique relationnelle faite de non-dits, de retraits, d'attentes implicites. Une violence sans cri, mais dont les effets sont profonds. Ce faisant, elle reprenait le contrôle de son récit. Parler n'était pas un acte de revanche, c'était un acte de survie, une manière de remettre de la cohérence là où il n'y avait eu que du doute. Une manière aussi de se réapproprier son identité,
longtemps mise entre parenthèses. La réaction n'a pas tardé. Exposition médiatique, spéculation, commentaires, certains emprunts de soutien, d'autres plus cruels, plus suspicieux, comme souvent la parole d'une femme, surtout lorsqu'elle dérange une image installée, est scrutée, disséquée, parfois mise en doute. Mais paradoxalement, c'est dans cette exposition que s'est glissée une forme de libération. Pour la première fois depuis longtemps, Anne-Sophie n'avait plus à anticiper, plus à se censurer, plus à craindre le silence de l'autre. La vérité, même douloureuse, avait quelque chose de profondément apaisant. Ce moment de bascule s'est produit alors que, sur le plan professionnel, un autre changement majeur s'annonçait. Après des années à incarner le journal de 20 heures de France 2, Anne-Sophie Lapix s'apprêtait à quitter ce poste emblématique, une décision qui, à elle seule, symbolisait déjà une rupture. Officiellement, il s'agissait d'un tournant de carrière, d'un désir de renouvellement, d'un nouveau souffle, mais difficile de ne pas voir dans ce départ une résonance plus intime. Comme si, en quittant ce rôle si fortement associé à la maîtrise et au contrôle, elle acceptait aussi de laisser derrière elle une part de ce qu'elle n'était plus en mesure d'incarner. Son arrivée sur de nouveaux formats, sur d'autres chaînes, a été scrutée, commentée, parfois critiquée. Certains y ont vu une fragilisation, d'autres une émancipation. Ce qui est certain, c'est que cette transition professionnelle s'inscrivait dans un mouvement plus large, celui d'une femme qui redéfinissait ses contours, ses limites, ses priorités. De son côté, Arthur Sadoun restait une figure centrale du paysage économique. Président du directoire de Publicis, il continuait d'incarner le pouvoir, la stratégie, la réussite. Peu de mots, peu de déclarations, une discrétion conforme à l'image qu'il avait toujours cultivée. Deux trajectoires, qui autrefois semblaient avancer de concert, prenaient désormais des directions distinctes. Et c'est peut-être cela qui a le plus frappé l'opinion. Non pas un affrontement public, mais une dissociation progressive. Comme si le lien s'était défait sans bruit, laissant place à deux récits séparés. Anne-Sophie Lapix ne s'est jamais présentée comme une héroïne. Elle n'a pas cherché à se poser en modèle. Elle a simplement refusé de continuer à se taire pour préserver le confort des apparences. Et ce refus a trouvé un écho bien au-delà de sa propre histoire. Car son témoignage est venu toucher quelque chose de profondément universel. Cette zone grise dans laquelle tant de relations s'enlisent. Ce moment où l'on ne peut plus dire que tout va bien, mais où l'on n'ose pas encore dire que tout va mal. En parlant, elle a ouvert un espace de réflexion sur les relations de pouvoir, sur les compromis que l'on accepte par amour, sur cette frontière floue entre patience et effacement. Et si sa parole a résonné, c'est peut-être parce qu'elle n'était ni accusatrice, ni spectaculaire. Elle était simplement honnête. Elle a compris alors une chose essentielle. La force ne réside pas toujours dans le contrôle. Parfois, elle se trouve dans l'acceptation de la vulnérabilité, dans le courage de dire « ceci me détruit ». Et si cette étape a marqué un point de non-retour, elle n'a pas pour autant apporté de réponse immédiate. Car après la tempête, il n'y a pas toujours le calme. Parfois, il n'y a qu'un silence nouveau, un silence différent, plus choisi, moins oppressant, un silence qui n'est plus une prison, mais un espace. La question qui se pose désormais est simple et vertigineuse. Que reste-t-il lorsque l'illusion tombe? Lorsque l'illusion se fissure, il ne reste jamais un vide total. Il reste des fragments, des questions, des silences nouveaux. Après avoir parlé, Anne-Sophie Lapix
ne s'est pas réveillé dans une vie réenchantée. Il n'y a pas eu de renaissance spectaculaire, pas de récit facile à raconter. Il y a eu autre chose. Un retour à soi, lent, exigeant, parfois comme c'est inconfortable. Une reconstruction sans slogan. Elle ne cherche pas à réécrire le passé. Elle ne nie pas ce qu'elle a aimé, ni ce qu'elle a cru. Elle intègre cette histoire comme une cicatrice, une marque qui ne disparaît pas, mais qui rappelle une victoire intérieure, celle d'avoir survécu sans se renier. Cette lucidité tranquille est peut-être ce qui frappe le plus aujourd'hui. Moins de maîtrise apparente, mais davantage de vérité. Dans l'espace public, Anne-Sophie Lapix apparaît désormais sous un jour différent, moins lisse, moins distante, plus humaine. Elle n'est plus seulement la journaliste irréprochable que l'on admirait à distance. Elle devient le reflet de tant d'existences silencieuses, de celles et ceux qui ont tenu longtemps par sens du devoir, par amour, par peur aussi, jusqu'au moment où continuer n'était plus possible. Ce que son histoire met en lumière dépasse largement le cadre d'un couple médiatique. Elle interroge notre rapport collectif au silence, à ces compromis que l'on accepte parce que dire la vérité coûterait trop cher, à ces zones grises de la vie où l'on fait semblant que tout va bien, parce que reconnaître l'inconfort obligerait à tout repenser. La question qu'elle pose, sans jamais l'énoncer frontalement, est dérangeante. À quel moment la patience devient-elle un renoncement? À quel moment l'endurance cesse-t-elle d'être une vertu pour devenir une forme d'effacement? Et surtout, pourquoi valorisons-nous autant ceux qui tiennent, sans jamais interroger ce que cela leur coûte? Dans cette histoire, Arthur Sadoun reste une présence en creux. Peu de mots, peu de récits, une discrétion qui contraste avec l'exposition progressive d'Anne-Sophie Lapix. Ce contraste, en lui-même, raconte quelque chose. Non pas une vérité définitive, mais une dissymétrie. Deux manières de traverser la rupture. Deux façons d'habiter le silence. Il ne s'agit pas ici de distribuer les rôles de victime et de coupable. Il s'agit de comprendre comment des relations apparemment équilibrées peuvent, sans violence visible, devenir des espaces d'érosion. Intérieur. Comment le pouvoir peut s'exercer sans bruit? Comment l'amour peut cohabiter avec la peur sans que l'on sache immédiatement la nommer? Ce récit résonne parce qu'il touche à une expérience universelle. Beaucoup reconnaissent ce moment où l'on commence à douter de soi, où l'on minimise ce que l'on ressent, où l'on se dit que ce n'est pas si grave, jusqu'au jour où l'on comprend que se taire détruit plus sûrement que parler. Anne-Sophie Lapix nous rappelle une chose essentielle. La dignité ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on accepte ou refuse de taire. Parler n'est pas un signe de faiblesse. C'est parfois le dernier acte de courage qu'il nous reste. Après la tempête, il n'y a pas toujours le calme, mais il peut y avoir un espace. Un espace où l'on respire à nouveau, où l'on cesse d'anticiper, où le silence n'est plus une arme, mais un choix. Et maintenant, la question vous appartient. Si vous étiez à sa place, jusqu'où seriez-vous allé pour préserver une illusion? À quel moment auriez-vous osé dire assez? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une réflexion, un doute, partagez-le en commentaire. Vos mots comptent. Vos expériences comptent. C'est aussi pour cela que la chaîne Derrière la gloire existe, pour créer un espace où l'on peut regarder au-delà des façades, ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour suivre les prochains épisodes et les évolutions de cette histoire.
Et si vous souhaitez soutenir ce travail, le bouton Super Thanks est là pour nous permettre de continuer à explorer ces récits complexes, humains, parfois tchonkwas, inconfortables, mais toujours nécessaires. Parce que derrière chaque visage maîtrisé, il y a une histoire que l'on n'imagine pas. Et parfois, le courage commence simplement par le fait de l'écouter.